Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Encore une fois, aujourd'hui, je suis en présence de mon collègue de toujours, Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et comme on le fait d'ailleurs dans plusieurs épisodes, là, ça en fait déjà plusieurs et on est très content des résultats actuels. Mais on va maintenir nos deux magnifiques segments au son de la cloche et dans vos poches. C'est sûr que on va faire ça un petit peu spécial aujourd'hui. En fait, il y a un de nos deux segments qu'on va peut-être modifier un peu par rapport à ce qu'on vous fait d'habitude là, pour être un petit peu plus d'actualité là, que les bonnes vieilles faillites et scandales de ce monde. On vous laisse justement le suspense de découvrir ça. Effectivement, suspense très court parce qu'on probablement qu'on va vous dire le sujet dans les prochaines secondes. Mais avant, partie clé, le disclaimer que je vais laisser Gabriel prendre la parole. On n'oubliera pas évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast L'État financier, il s'agit de notre opinion personnelle, mais il ne s'agit jamais d'une recommandation officielle de placement. Moi, je vous invite toujours, ainsi que JP, à consulter évidemment un expert, dans le domaine qui vous importe, donc fiscaliste, comptable, conseiller en placement, etc. Quiconque est autorisé en fait par la loi aussi à pouvoir émettre en fait des recommandations officielles. Voilà. Donc, commençons sans force avec notre segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine, là, et je suis très content qu'on en parle, on s'était un petit peu concerté avec Gab au préalable. Et on peut le dire, là, vivant au Canada, vivant à Montréal, c'est probablement l'actualité la plus pertinente pour notre pays. Et je parle des élections américaines. Eh oui, ce qui est assez ironique, hein, puis je pense qu'on en parle partout, en fait partout dans le monde. Je disais malheureusement, mais non, heureusement. Parce que c'est quand même extrêmement important, là, les élections américaines. Puis ça s'en vient, là, il reste... c'est la dernière ligne droite, là, on a assisté au dernier débat, là, c'était il y a quelques jours, le dernier débat entre les deux candidats. Peut-être ce serait bon, JP, justement, qu'on fasse peut-être une petite introduction, en fait, sur les deux candidats en question, parce que, on le sait, le système américain, il fonctionne quand même de façon bipartisane, là, c'est ce fameux système républicain versus démocrate. Et indépendant, on le rappellera, là, c'est tout de même important de nommer tout de même les personnes qui se présentent sans être issues des partis. Est-ce qu'ils ont des chances réelles d'être élus président? Est-ce que tu les connais personnellement? Je ne les connais pas personnellement. Je les ai lus dans notre recherche de tout à l'heure, mais j'avoue que je ne les connais pas personnellement. Mais ce qu'on veut vous faire aujourd'hui, c'est ça. On va vous parler un petit peu politique en étant très, encore une fois, sans opinion, sans rien. Et on va peut-être virer ça un petit peu vers le domaine financier parce que ce qui est important à dire pour le domaine de la finance de marché, les élections américaines vont avoir un impact majeur sur ce qui va se produire. Exactement. Et je dis majeur encore plus cette année parce qu'on est dans une période déjà trouble au niveau des marchés. Là, on connaît le sujet, le coronavirus, on s'entend. Donc c'est quelque chose d'assez important de voir l'impact de l'élection américaine parce qu'il y a présentement beaucoup d'incertitudes liées au virus, mais aussi beaucoup liées aux élections. Donc je vais peut-être te laisser présenter Monsieur Biden en premier, de manière assez simple. C'est un candidat qui est relativement... il représente plutôt bien son parti, là, un homme relativement centriste et qui était sous la personne entière qui était Barack Obama, là, était le vice-président d'Obama à l'époque. Exactement. Je sais pas si tu veux rajouter quelques points sur Joe. Joe Biden a quand même une histoire, très atypique hein, comme personne. Vous le savez probablement, là, c'est un personnage qui a une vie très difficile, honnêtement. Là, alors c'est comme ça qu'il se présente d'ailleurs aux électeurs américains, c'est comme Monsieur Tout-le-Monde en fait. Même si, bon, de nos jours, il est quand même représentant, selon son opposant, de l'establishment, donc ce qu'on appelle la classe politique. C'est un politicien de carrière. C'est ça, c'est un politicien de carrière. Alors Joe Biden, par exemple, il a perdu sa première femme en fait dans un accident de voiture avec ses 3 enfants, enfin un drame très très singulier, puis qui a forgé vraiment le caractère de ce type, très loyal envers le président Obama là, à l'époque. Puis il faut avouer qu'il a toujours eu quand même une plutôt bonne réputation. Là. C'est vrai que moi je dirais le seul, là, en ce moment, le seul problème là, qui lui colle sur la peau là, en ce moment, puis je pense qu'on pourra approfondir un peu plus tard là, avec ce qu'on a écouté là, des débats là, qui ont été un peu tendus, c'est l'affaire avec son fils là. Mais je pense qu'on va étoffer ça après en présentant d'abord évidemment son opposant, puis le président actuel qu'on connaît très bien. Si je peux ajouter pour compléter la petite intro sur Joe, si on compare un peu par rapport à la candidate démocrate de 2016, Hillary Clinton,
il y a beaucoup moins de controverses liées à Joe Biden. Il y a eu beaucoup moins de salissage parce que c'est un être, comme on l'a dit, un homme politique de carrière, mais qui s'en sortait plutôt bien. Il a justement rarement fait de coups d'éclat qui lui sont revenus, en bon québécois, lui sont revenus dans le front, là, littéralement. Ça a été quand même une campagne qui a été axée, ça a été corsé là, tout de même, mais il n'y a pas eu beaucoup d'éléments qu'on a appris de Joe Biden qui étaient très critiques. Et son opposant, effectivement, donc le fameux Donald J. Trump, président sortant des Républicains. Un homme qui, si on peut décrire le plus facilement, c'est peut-être un candidat et un président qui a peut-être modifié le parti. En général, les candidats représentent le parti. Lui a un petit peu modifié le parti républicain, là, à mon avis. A amené des idées qui n'étaient pas vraiment unanimes au niveau des représentants et des sénateurs, etc., républicains. Et c'est quelqu'un qui va être encore une fois axé sur un petit peu le peuple, la population, mais en même temps être un représentant de la haute finance et le haut capitalisme, étant un homme d'affaires, et ça je note des guillemets là, avec tout ce qu'on a entendu sur ce cher Donald et ses compagnies qui sont peut-être qu'une belle façade, si on peut dire. Là. Ouais, exact. Mais Donald est le candidat sortant encore une fois, et encore une fois un petit peu polarisant là, dans son être. Surtout, c'est le terme que j'allais reprendre, c'est un personnage extrêmement clivant, mais qui était extrêmement populaire avant qu'il commence en politique. Là. Vous vous souvenez, effectivement, Donald Trump, à l'origine, c'est un grand homme d'affaires, là, quand même, qui est gérant, évidemment, du groupe Trump, en fait, qui est spécialisé en fait dans l'entertainment, donc les fameux casinos, les hôtels, les restaurants, etc. Forme d'immobilier un peu, d'une certaine manière. C'est ça, c'est un grand gestionnaire immobilier, puis son succès, je pense, le plus notable, c'est effectivement le fameux Trump, la fameuse Trump Tower qui est sur la 5e avenue à Manhattan, qui est toujours considéré aujourd'hui comme un bijou, en fait, d'architecture, en fait, très atypique. Absolument. Et aussi une forte entrée d'argent pour l'organisation Trump, si je ne me trompe pas. Exact. Puis donc c'est un homme d'affaires très truculent, puis il s'est fait connaître pour le petit peuple, je mettrais ça entre les guillemets, en fait, parce que c'est aussi un homme de télé. En fait, on l'a connu par une télé-réalité qui s'appelle The Apprentice aux États-Unis, où c'est un peu comme le Bachelor, si tu as connu ça, JP, mais en version... je veux trouver un job, puis le meilleur parmi, qui ne sera pas éliminé parmi tous les candidats, pourra travailler avec un beau salaire pour Monsieur Donald. Alors je pense que le type d'ailleurs n'était pas resté très longtemps, d'ailleurs celui qui avait parce qu'il y a eu plusieurs saisons. Il y a eu plusieurs saisons, oui. Il y a eu plusieurs saisons, mais donc c'est un type qui est vraiment un showman, là. Vraiment, il joue son côté abordable, son côté entre guillemets. Je suis très patriote aussi, parce que il avait d'ailleurs déjà fait scandale pendant le mandat d'Obama en demandant, vous vous souvenez, ça fait pas si longtemps là, mais qui avait demandé l'acte de naissance du président Obama, là, ce qui avait été extrêmement critiqué. Là. Puis en tout cas, c'est un personnage haut en couleur, puis c'est justement très clivant. Hein. Un Donald Trump très haut en couleur. Puis un Joe Biden qui est surnommé un peu lazy, parce que malheureusement, il commence à être aussi assez âgé. Là. Exactement. Puis tu sais, ce qui est pour rentrer un peu plus dans le vif là, de la campagne, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que justement, on a un candidat très polarisant avec un candidat qui est plus posé, d'une certaine manière. Un qui représente l'establishment politique, l'autre qui dit exactement le contraire, qui a basé ses 4 années de présidence comme étant le fait de ne pas faire de la politique classique, de faire de la politique pour le peuple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est ce qui avait, si on peut dire, fait perdre les démocrates en 2016, c'est qu'à la fois Biden et à la fois Trump tentent justement d'aller chercher la population moyenne, américaine, donc aller chercher cette base de personnes-là qui vont avoir un peu d'indécis, mais qui vont pas nécessairement vouloir entendre parler des grands chiffres, des grands plans financiers, des grandes histoires, là, mais qui veulent vraiment entendre parler de what's in it for us, exactement. Et c'est ce qui est intéressant, parce que c'était pas ça qui est arrivé en 2016, et c'est ce qui va rendre la course cette année encore plus intéressante. Clinton ne parlait pas vraiment à cette population-là. Trump leur a parlé directement, et qui a gagné au final, ça a été M. Trump en partie par ça. Donc c'est ce que j'ai beaucoup trouvé intéressant, puis je sais pas si Gab, tu veux donner un petit peu tes opinions sur les débats, là, mais c'est ce que je trouve intéressant. Il y avait beaucoup de feux d'artifice dans ces débats-là,
mais d'une certaine manière parce que les deux parlaient pour les mêmes personnes, ne parlaient pas pour l'ensemble de la population américaine, parce qu'on va se dire les vraies affaires. La majorité des républicains classiques du Midwest américain ont déjà leur vote en tête. Là. Oui, Biden ne parlera pas pour eux. C'est ça, ce sera Donald Trump. Et Trump, techniquement, par la personne qu'il est, ne va probablement pas gagner le vote, par exemple, au niveau des différentes nationalités ou des votes culturels. Je ne crois pas que Trump va particulièrement gagner ça. C'est quelqu'un qui est assez polarisant, mais qui est vraiment apprécié, si on peut dire, des personnes blanches, masculines, si on peut dire. Là. Exact. Puis c'est vrai que c'est un, comment dire... J'écoutais, puis là je peux vous recommander en fait les chroniques d'un grand politologue, en tout cas français, mais qui est spécialiste des États-Unis, qui s'appelle Thomas Snegaroff, là, qui en tout cas qu'on pouvait trouver très facilement sur Internet, puis qui disait que justement c'est une élection pro-Trump versus anti-Trump. Là. C'est vraiment ça, cette campagne 2020. Puis bon, elle a été quand même marquée par le coronavirus, le fait que on n'a pas pu avoir de rassemblement public. Vous le savez, Donald Trump, il organise ces immenses meetings, ces rallyes immenses, avec des milliers de personnes. Et encore une fois, c'est un showman. Là, il adore. Apparemment, c'est quelqu'un qui adore la fougue populaire. Là, c'est sa petite drogue personnelle. Oui. Mais une élection très atypique. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de débats qui reviennent évidemment de cette campagne, puis je pense que le premier débat, on va pas se le cacher, était vraiment cacophonique. Là, on n'a pas vraiment compris. Là. Faut avouer que Donald Trump a plutôt rabaissé en fait la qualité du débat, puis ça a été même commenté chez les républicains que sa stratégie est mauvaise. Puis je pense qu'il a même gagné en fait. Honnêtement, le deuxième débat, je l'ai trouvé beaucoup plus énergique, beaucoup plus critique sur Biden, mais avec des bons arguments. C'est par exemple. Par exemple, un des grands enjeux de la campagne, alors évidemment, il y a la question des droits sociaux, là, le fameux Black Lives Matter. Mais ça, c'est selon moi le point le plus important. Le coronavirus, c'est même pas un débat. Là. On sait que l'administration Trump a mal géré ça. Mais c'est vraiment la gestion des mouvements sociaux qui est une problématique fondamentale des États-Unis et que je crois que ça n'a peut-être pas été autant abordé que ça l'aurait dû l'être, parce que la plus grande erreur de l'administration Trump cette année, j'ai de la misère à mettre ça sur la gestion du coronavirus, mais encore plus sur ses réponses face à ce qui s'est passé aux États-Unis. Je trouve que c'était des réponses qui étaient assez atypiques et vraiment un peu horribles et sans cœur d'une certaine manière qu'on pouvait le remarquer. Là. Quand il y a des mouvements sociaux de dire on va envoyer la garde nationale pour aller aider la police locale, je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été encore assez abordé, je crois, et qui, selon moi, est un petit peu la grande problématique de l'administration cette année, là, au-delà du coronavirus. L'autre enjeu, je dirais, de majeur, c'est l'écologie. Quand même, on a vu deux visions très, très différentes. Puis c'est là où je trouve que Donald Trump a gagné des points, je pense, pour l'électorat populaire, surtout dans les États clés. Parce que vous vous souvenez, on va le répéter là, mais vous le savez que le système électoral américain est assez complexe pour nous. C'est sûr que nous, au Canada, ça quand même... C'est un système très différent. Ça ressemble beaucoup au système... En fait, ça ressemble au système de Westminster, en fait, essentiellement. D'où la logique d'ex-colonie britannique. Là. Exactement. Et puis, c'est quand même très différent, par exemple, du système français, qui est pas compliqué. C'est que c'est à 2 tours, puis c'est celui qui passe au bout des 2 tours qui est élu, déclaré, en fait, qui est élu président. Non, aux États-Unis, ça fonctionne avec le fameux collège électoral. Donc, il faut avoir au minimum 271 grands électeurs pour pouvoir être élu président des États-Unis. Chaque État, sa représentativité en termes du collège électoral. Exactement. Encore une fois, c'est un petit peu basé... C'est pas basé sur la Constitution, mais presque. Là, c'est statique et à un certain point, ça devrait être évolutif. Il y a certains États qu'on peut se questionner du poids qu'ils ont. Oui, après, c'est basé sur le recensement quand même. C'est quand même basé... Et puis, le recensement aux États-Unis est tous les 10 ans. Mais quand même, certains États, entre guillemets, sous-peuplés, quand même, représentent beaucoup, en fait. Je parle, par exemple, un bon exemple, c'est par exemple l'État du Dakota du Sud, qui est l'un des pays, des États les moins peuplés des États-Unis, comme l'Idaho, etc. Et ils ont 3 grands électeurs. Puis, par exemple, la ville de Washington, D.C., qui d'ailleurs, est sous-reconnue, en fait, en termes de... Le District of Columbia. Le fameux District of Columbia n'est pas un État, mais il obtient 3 grands électeurs lui aussi. Alors ça pose des questions. Puis par exemple, un bon exemple, c'est que typiquement, un État comme la Floride a une importance, en fait, a une très grosse importance dans une élection américaine parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les swing states. Donc ces fameux États, entre guillemets, qui
balance côté démocrate, côté républicain à chaque élection. Puis en fait, l'élection se fait réellement dans ces États clés. Donc là, en l'occurrence, la Floride, l'Ohio, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord aussi, si je me souviens bien. L'Arizona, cette année, est assez clé. Il y a aussi l'Iowa. Enfin bref, il y a plusieurs, États, où l'élection vraiment se joue, en fait, fondamentalement. Puis le système qui fonctionne, c'est le fameux winner takes all. C'est-à-dire que c'est celui qui remporte, si vous avez la moitié des votes plus un vote dans cet État-là, vous remportez tous les électeurs de cet État-là. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu en 2016. Le vote populaire ou le vote total était en faveur de Mme Clinton. Mais au final, au niveau du collège électoral, c'était pas si proche que ça, là, justement par la logique de dire c'est bien beau que l'ensemble de la région de Los Angeles et de New York vote démocrate avec une population déconcertante. Ça n'aura pas d'impact au final sur le fait que l'État va passer en termes de collège électoral pour les démocrates, mais la balance du pouvoir ne va pas dépendre du vote complet, du vote populaire, ce qui est un peu particulier dans un système démocratique, mais on le dit souvent, là, chaque système a ses pour et ses contre. Là. Il n'y a jamais de démocratie parfaite, si on peut dire. Là. Ce n'est pas faisable, mais pour revenir un petit peu vers nous ramener vers la logique au son de la cloche. Donc, comme on l'a dit, si on fait un petit sommaire là, de la campagne, marquée par le coronavirus, donc très différente des campagnes classiques. Donc les meetings, les rallies étaient plus à distance. Les débats ont été très corsés, des sujets, encore une fois, qui étaient très importants à être abordés. On l'a mentionné, la gestion du coronavirus, la gestion de l'écologie, justement. J'avais pas terminé, tu m'excuseras, JP, là. J'avais, l'idée, en fait, derrière, en fait, l'écologie, la question, c'est là où, justement, je disais que Trump avait gagné, en tout cas dans cette histoire-là, c'est qu'il a dit justement dans les États clés, ah bah oui, donc Biden a dit, ah bah oui, je veux que dans 30 ans, je pense que c'était 30 ans en l'occurrence, je veux qu'il n'y ait plus d'énergie fossile aux États-Unis. Est-ce que vous écoutez l'Ohio, la Floride ou le Michigan, qui sont des États qui vivent encore beaucoup de l'industrie automobile? Alors c'est vrai que c'est là où je trouve qu'il avait eu un bon argument, mais c'est clair que si on revient effectivement à ce qu'on avait dit sur l'aspect financier en fait des choses. Ouais, mais en fait, ça, ce que je voulais rajouter, c'est aussi le point clé, puis je le mentionne, là, je trouvais que c'est un des points les plus importants, autant que tu jugeais que l'écologie était pertinente. Moi, c'est la logique sociale, là, qu'il y a vraiment des réformes sociales qui sont importantes, et ça, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui, là, mais il y a eu aussi beaucoup dans le monde sportif, dans le monde culturel, il y a eu beaucoup de personnalités qui ont engagé le monde à aller voter cette année. Le nombre de personnes qui vont aller voter, je crois, aux élections, on s'attend à ce que ce soit un record, surtout pas basé sur le coronavirus, l'économie, mais surtout basé sur ce qui s'est passé aux États-Unis en termes sociaux. Là. Il y a beaucoup, il y a une révolte qui est bien due, je crois, là, au niveau de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est selon moi un des éléments qui va être clé pour la partie post, une fois que les élections vont être faites, là, et c'est ce qui va avoir amené beaucoup de personnes à voter. Oui, puis c'est vrai que le fameux vote par correspondance aussi commence à se démocratiser, surtout en cette année de pandémie. Là. Alors, c'est sûr que... Un nombre record de votes, pas de vote par anticipation dans des lieux de vote, là, mais par le mail-in vote, là, les fameux votes par... Mail-in ballot, exactement. C'est ça, on est le 24, on est le 24 octobre, puis je crois qu'en date d'aujourd'hui, j'avais écouté les nouvelles, il y avait déjà eu 50 millions de bulletins qui avaient été reçus, en fait, par correspondance. Vous vous rendez compte du nombre en tout cas de votes par rapport à la masse totale d'électeurs. Exactement. C'est énorme. Et c'est ce qui est intéressant, ça va être une élection qui va vraiment avoir un résultat qui va être significatif sur la vie des électeurs américains, parce qu'il y a vraiment un intérêt qui est mis, et c'est ce qui est très important. Donc, pour ramener ça un petit peu plus vers la finance, qu'on voulait en fait aborder, puis c'est ce qui me touche particulièrement, là, mais c'est la logique de dire, on sait qu'une élection, peu importe le candidat qui va être vainqueur, il va y avoir une réponse dans les marchés. Si je peux introduire un petit peu la partie préalable, il y a des hypothèses, tout le monde va faire leur hypothèse, mais la base même, un des indicateurs qu'on va souvent utiliser, c'est les donations. Les donations dans le domaine financier viennent d'où? Donc, il y a des statistiques qui sont sorties sur la street, à Wall Street, où est-ce que les donations sont faites. Et cette année, pour un nombre record, d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de donations à Wall Street pour un candidat que pour M. Biden. Donc, les démocrates et Joe Biden ont remporté le nombre de donations d'experts financiers travaillant à Wall Street pour un Donald Trump qui en a obtenu tout de même, mais qui était assez distancié, si on peut dire, à ce niveau-là. Donc, le premier contexte est dit, si les personnes qui travaillent dans le monde de la finance vont donner pour des démocrates, est-ce que la réponse aurait été favorable aux démocrates? Normalement, oui. Par contre,
c'était une tendance qui était marquée à peu près à chaque année. Oui. En 2016, Clinton avait battu Trump également sur la street. Et qu'est-ce qui est arrivé une fois que les élections ont été finies? Il y a eu ce qu'on appelle le fameux Trump Rally. Les marchés ont eu une hausse quand même assez significative. Oui, puis ça a été des années exceptionnelles sur les marchés, en fait, depuis quand même l'élection du président Trump. Je mettrais quand même un petit bémol, évidemment, sur l'année 2018, qui a été un peu plus complexe. On se souvient, ça avait pas mal zigzagué, là. C'est vrai que les tensions commerciales... Avec la Chine. La Chine, ça c'est un des rares points, justement, où je trouve les candidats s'entendent, c'est qu'ils ont le même point de vue, qui est quand même assez hostile, en fait, envers le gouvernement chinois. Mais je crois que la logique America First reste à la fois démocrate et républicaine. Je crois que c'est quelque chose que les deux parties s'entendent. C'est dans le fondement même des Américains, si je peux me le permettre. Là. Et l'autre point, je crois, au-delà de cette logique-là, justement, l'opinion qui était identique en termes de la relation commerciale avec la Chine. L'autre point clé, si on peut dire, qui va avoir un impact sur qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va savoir qui a été élu président des États-Unis, c'est un peu la position sur le statut fiscal ou sur le plan fiscal. Oui, et je sais pas si Gab, tu voudrais aborder un peu cette partie-là. Je crois que c'est ce qui va entraîner la réelle réponse, là, qu'on hypothèse encore une fois présentement comme étant les démocrates semblent avoir un impact plus favorable que les républicains si c'est Biden qui gagne et non Trump post-marché. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que ça pourrait pas être ça? La fameuse réforme fiscale, c'est vrai que ça avait donné quand même pas mal du vent dans les voiles des marchés, en fait. Essentiellement, c'était des baisses d'impôts généralisées qui avaient été faites par l'administration Trump. Je crois que ça date de 2017, c'est-à-dire c'était vraiment la première année. C'est très tôt, effectivement. C'était dans les promesses électorales. Les promesses électorales de Trump qu'il se faisait une fierté de remplir. Exactement. Puis c'est vrai que la réforme fiscale américaine, c'est essentiellement des baisses d'impôts. C'est-à-dire pour les particuliers, pour les entreprises. C'est vraiment dans la logique de l'esprit des États-Unis. Vous vous souvenez, taxation without representation. C'est très dans l'esprit américain, le fait d'avoir un gouvernement qui met des impôts, etc. Il y a certains électeurs qui sont particulièrement attachés en fait au fait de payer peu d'impôts et puis de laisser aux États le plus de contrôle. Alors c'est vrai que la réforme fiscale, Joe Biden a clairement indiqué, surtout dans le premier débat, on a parlé quand même plus en profondeur qu'il irait repeal, complètement mettre fin à cette réforme, puis revenir à ce qui avait été avant, mis en place par par l'administration Obama. Je rajouterais même aussi l'obligation aussi de s'assurer en fait au niveau de l'assurance maladie, de la fameuse Obamacare, qui a été très controversée, même dans le clan démocrate. Oui, c'était dur à passer à l'époque. Oui. Puis c'est vrai que c'est un des autres questions aussi qu'on se pose. C'est vrai que les compagnies pharmaceutiques ont bien aimé le mandat Trump, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'augmentation aussi des prix des médicaments. C'est vrai que les grandes corporations, même en général, ont apprécié beaucoup, au-delà de la logique Obamacare et tout le domaine de l'assurance, mais juste le fait que la taxation était en baisse pour les grandes corporations et même pour les grandes fortunes. Il y a eu beaucoup d'appréciation de ça, donc c'est là où ça peut avoir un impact considérable sur ce qui s'en vient. C'est-à-dire, on sait qu'on a un candidat comme Biden qui est plus pro-taxe et un candidat Trump qui a toujours été basé sur moins de taxes, et on n'embarquera pas dans sa propre taxation qui est un tout autre sujet. Là. Ah oui, on pourrait rire, là, honnêtement, là, mais c'est vrai que c'est en tout cas, ça va être une élection, moi je pense, qui va être vraiment passionnante. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, le but était de faire un résumé, entre guillemets, des différents thèmes et enjeux de cette campagne-là. Moi, je trouve que c'est toujours... Et puis, comme tous les 4 ans, je trouve que c'est une des élections les plus intéressantes, parce que c'est des sujets qui vont nous impacter aussi, vous m'excuserez de l'anglicisme, là, qui vont nous impacter le plus, alors qu'on n'est même pas citoyen américain. Exactement, mais c'est une économie qui est si importante, puis on le rappelle, cette année est une élection qui est encore plus intéressante par l'ensemble du contexte de l'année 2020 qui est très particulier aux États-Unis. Et comme on a dit, le but de ce segment-là était aussi de vous rappeler, regardez bien les marchés le lendemain des élections américaines. C'est sûr qu'on va parler soit d'une hausse ou d'une baisse, ça serait fortement étonnant qu'on ait quelque chose de très stable. Les élections américaines sont toujours significatives au niveau d'une hausse ou d'une baisse, donc si vous investissez, pensez-y bien, parce que il y a ça à considérer. On n'en a aucune idée, on en a parlé un petit peu. Là. Il y a des suppositions, il y a plein d'hypothèses, chacun a ses propres hypothèses, mais il y a beaucoup d'incertitudes liées à ça, et on va voir c'est quoi la partie post-élection. Les marchés vont au moins pour le moment se stabiliser un peu, soit à la hausse, soit à la baisse, mais ça va être au moins plus stable. C'est ça. Donc passons maintenant à notre deuxième segment, dans vos poches.
Parfait. Donc, on va changer complètement de registre là, pour notre segment de finances personnelles. On va tomber un petit peu plus là, dans un sujet que Gab m'a proposé qui le touche un petit peu plus dans son travail quotidien, là, que je vais t'inviter d'ailleurs à introduire. Ben, en fait, on avait parlé, là, il y a, je pense, 2 ou 3 épisodes des courtiers en prêt hypothécaire. Là, je vais parler d'une autre profession, entre guillemets, qui est liée à l'immobilier. Très relié. Qui est très, controversée. Et je dirais, c'est sûr qu'on va exposer nos différents points de vue, là, parce que le but étant pas de dégommer une profession en particulier, là, comme on l'avait fait avec les courtiers en prêt. Le but aujourd'hui, ça va être de parler des courtiers ou des agents immobiliers, plus généralement. Absolument. Profession, c'est vrai, qui a été extrêmement critiquée, en fait, depuis quand même des dizaines et des dizaines d'années. Je veux dire, j'ai toujours vu que c'était une profession qui a été extrêmement critiquée. Pour la première chose, je dirais, c'est les fameuses commissions. Parce que vous le savez, quand vous achetez une maison, souvent, tout dépendamment d'ailleurs du pays, ça dépend des pratiques, entre guillemets, qui sont faites, vous payez, quand vous achetez ou vendez une maison, vous payez une commission à l'agent immobilier qui a fait l'affiche, donc sur lequel vous achetez. Là. Donc, quand vous transigez avec un agent, c'est toujours payant. Là. Exactement. Tu sais, la partie, justement, tu l'as dit, là, depuis quand même quelques années, dès qu'on a de la commission à payer, je crois que ça a toujours frustré un petit peu les individus là, de devoir payer la commission liée à sa propriété. Je crois aussi que la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui et que c'est encore plus sous la loupe, c'est qu'il y a dans plusieurs pays, et c'est le cas au Canada et au Québec, on se ramasse avec des bannières compétitrices sans commission, sans courtier, qui sont de plus en plus populaires, ont de plus en plus d'attention. Entre particuliers, en fait, tout simplement. Exactement, et donc le fait que ces compagnies-là viennent prendre un petit peu plus de parts de marché, en bon terme commercial, dans le domaine, et qu'il y a beaucoup plus de publicité liée à ça, je crois que ça amène encore plus de réflexion. Donc il y a déjà cette petite frustration intrinsèque là, de payer de la commission dans cette transaction-là, mais qui est en plus mis en valeur par le fait que maintenant il y a de plus en plus d'alternatives sans courtier, sans commission de particulier, de personne à personne, qui sont très fonctionnelles et qui fonctionnent, ils ont fait leurs preuves, et c'est peut-être ça qui amène un petit peu cette réflexion-là. Puis Gab, tu peux en parler et introduire un petit peu plus ça, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, ça touche un petit peu plus dans ton travail. Oui, et puis bon, tu sais, pour juste donner des définitions, un courtier immobilier, ou un agent immobilier, son job, c'est un intermédiaire financier, c'est-à-dire c'est lui qui va agir en fait en votre nom en fait pour effectuer certaines transactions. Vous représentez, évidemment c'est vous le client, donc c'est vous qui avez le dernier mot à la fin. Bon, principalement un agent, c'est sûr que lui en fait premièrement il va essayer d'exposer, de mettre en publicité votre bien, c'est-à-dire qu'il va le mettre dans le catalogue à l'époque là ou sur internet, faire prendre des photos, organiser des visites, signer, rencontrer les acheteurs éventuels, faire des offres, évidemment, puis valider avec vous si tout est beau, vous accompagner dans le processus juridique, parce que vous le savez, acheter ou vendre une maison, ça se fait pas en un clin d'œil, vous passez chez le notaire, il y a de la paperasse qui peut être assez coûteuse et assez complexe, c'est pas toujours donné à tout le monde aussi de comprendre de la paperasse notariée, puis je suis le premier à pouvoir en parler, là. Donc c'est sûr que c'est un peu ça le job d'un agent immobilier. Alors traditionnellement, c'est souvent le vendeur en gros qui paye la commission quand il vend. Donc c'est-à-dire qu'il va, pour rémunérer évidemment la personne qui va exposer, il va verser une commission. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, cette commission-là, elle varie dans les pays, mais elle est traditionnellement autour des 4% en fait, du montant de la vente. Ce qui est énorme, ce qui est très élevé. Puis c'est lié au prix de vente. Donc c'est-à-dire que la personne va être incitée, entre guillemets, évidemment, à le vendre le plus cher possible. Donc c'est sûr que c'est c'est un des premiers points. Alors c'est vrai que la commission, le fameux 4%, dans beaucoup de pays, c'est automatique. C'est-à-dire vous vendez, vous savez que vous allez payer le 4%. Je sais qu'en France, par exemple, que vous fassiez affaire avec René Foinfoin ou avec, Madame Y, vous allez payer 4%. Donc vous ne me posez même pas de questions, c'est « Ah non, c'est 4%, moi je demande 4%. » Donc ça c'est vrai que, moi je vous dirais, la première question que je vous dire, c'est qu'est-ce que ça vaut ce 4%? Est-ce que vous payez réellement pour un service? Est-ce que c'est juste que votre bien s'est affiché dans l'agence? Ou est-ce que réellement vous payez pour le service d'un expert? C'est toujours ça, je vous dirais, qui est le premier point à pouvoir communiquer. Puis je pense, JP, toi tu pourrais nous parler justement d'une anecdote personnelle qui t'a touché, puisque je pense qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a été courtier. Absolument. En fait, dans la grande carrière de mon père, une partie de sa carrière et un essai pré-retraite, si on peut dire, était de tomber dans le monde de l'immobilier en étant agent d'immeuble. Okay. Et dans le contexte, là, pour vous faire ça rapide, mais je veux dire, dès qu'on rentre dans le domaine, on se rend compte à la dure le fait que
on obtient de la commission sur les maisons qu'on vend, mais on a aussi une redevance envers la bannière pour laquelle on travaille. Et donc, le fait de devoir la pression de vendre des maisons pour toucher de la commission fait en sorte que ça a été un emploi qui a été pas très plaisant pour mon père. Là, il a vendu techniquement une maison, a obtenu de la commission sur la maison, a payé son dû envers la bannière pour laquelle il travaillait et a décidé de ne plus faire dans le domaine immobilier. C'est quelque chose, encore une fois, puis c'est un petit peu toujours comme ça dans cette industrie-là en général, là, mais le fait de prendre conscience que non seulement l'agent immobilier a avantage à vendre la propriété dans les meilleurs délais, mais également à la valeur la plus élevée pour obtenir sa commission, parce qu'il a en plus un incitatif de devoir payer quelque chose envers une bannière, fait en sorte qu'il y a vraiment une espèce de relation où l'agent immobilier est un intermédiaire dans tous les cas, là, mais de le voir en tant qu'intermédiaire entre la bannière et vous, en plus, là, c'est un aspect qu'on ne prend pas nécessairement en considération, fait en sorte que ces personnes-là vont être axées beaucoup à faire... Ça va être... À la vente forcée, en fait. J'aurais pas dit vente forcée, mais j'aurais dit être très rapide. Les ventes doivent rouler pour que cette personne-là fasse suffisamment d'argent, parce qu'encore une fois, il y a de la redevance mensuelle qui est due. Oui. Donc, s'il n'y a pas de maison vendue, techniquement, cette personne-là perd de l'argent à faire son service. Sachez-le aussi, c'est que souvent, si vous achetez, vous êtes un acheteur et vous achetez par le biais d'un agent, ben aussi, il se peut que les agents, entre eux, si vous négociez entre eux, vont se partager la commission. Donc ça, pour le vendeur, le courtier inscripteur, c'est ce qu'on appelle un courtier inscripteur, c'est très embêtant, parce que souvent, c'est une pratique commerciale courante de partager, en fait, entre courtier inscripteur et courtier du représentant l'acheteur, la fameuse commission. Donc vous voyez que c'est un peu déjà un domaine, entre guillemets, où il y a beaucoup de gros sous, hein, où on parle beaucoup d'argent. Je sais que notre ami Thomas, il pourra nous en parler, là. Il a fait les frais, entre guillemets, quand il a acheté, on en avait parlé il y a quelques semaines, là, quand il a acheté son appartement, puis pour avoir connu, pas mal son histoire, je sais qu'il a été pas mal secoué, en fait, par le courtier qui représentait le vendeur, donc l'inscripteur, parce que, il mettait de la pression, etc. Bah oui, il faut signer rapidement, sinon je vais avoir des centaines d'acheteurs, etc. Donc c'était un peu véreux, honnêtement. Là, je lui ai dit que je trouvais ça un peu agressif, entre guillemets. Là, la personne avec qui il avait, en tout cas la personne qui représentait son vendeur, alors qu'il m'avait dit que le vendeur était super sympathique, justement, et puis qu'il n'y a pas de problème, il était capable de s'arranger. Là. Moi, un autre exemple que je pourrais avoir plus personnel... ça, c'est un autre point, je trouve que des fois, c'est vrai que les agents, des fois, ont tendance un peu à vendre du rêve, surtout les inscripteurs, là. Des fois, on voit beaucoup de biens, surtout, je parle en tout cas pour nos auditeurs qui se trouvent en France, a du potentiel, etc. Puis là, je vais vous raconter une anecdote très personnelle, hein, puisqu'il s'agit de ma sœur quand elle était... parce qu'en France, vous le savez... Parce qu'un courtier, ça peut être aussi pour un achat, mais ça peut être aussi pour une location aussi. Ça peut représenter un propriétaire qui souhaite mettre en location son bien. Puis vous payez, là pour le coup, des frais d'agence, etc. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails. Puis je sais que ma sœur, par exemple, elle recherchait un appartement là où elle habitait, à Lille en l'occurrence. Puis elle était accompagnée de ma maman, là, pour le coup, là, pour pouvoir signer son bail, etc. Puis elle a passé la journée avec une agente immobilière là, pour visiter plusieurs appartements. On lui donne un but très précis. Écoute, ma sœur, on va pas citer son nom, mais je lui dis bonjour, puis je lui fais un gros bisou. Elle dit, bon, écoute, elle est étudiante, voici notre budget, voici dans quel quartier on cherche, on s'est pas mal renseigné, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Puis là, l'agente immobilière revient avec 4 biens. Écoute, j'aurais pas mis un chien là-dedans, là, honnêtement, là. C'était d'une horreur lugubre, cher. Puis à chaque fois, l'argument, c'est « Ah, c'est dans un quartier étudiant. » Non, c'est pas là on t'a demandé d'aller chercher. On t'a dit d'aller chercher dans tel quartier. Sinon, tu dis « Bah non, malheureusement, j'ai rien. » Tentais vraiment de forcer, entre guillemets, ma mère et ma sœur à signer dans un endroit où ma sœur serait jamais plus. Puis moi, personnellement, j'aurais jamais habité là-dedans, là. Mais tu sais, puis c'est une anecdote intéressante, puis pour un petit peu revenir dans la même logique qu'on fait toujours pour le segment dans vos poches, là, on vous amène à vous questionner parce que, tu sais, moi, j'utilise beaucoup l'argument, puis c'est un petit peu là-dessus que le débat est basé, là, mais c'est la logique de la paix d'esprit. Pour certaines personnes qui ne vont pas avoir d'intérêt ni de connaissances pour l'immobilier, qui veulent s'acheter un bien ou qui veulent vendre un bien, le fait de le faire de personne à personne implique
oui, des services de support. Il y a des supports liés au fait de transiger entre personnes, même s'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais c'est quelque chose qui implique quand même plus de stress, entre guillemets, là, plus de stress, plus d'implication, plus de démarches faites par soi-même, alors que le fait d'avoir un courtier reste l'argument principal. T'sais, ils vont dire c'est la paix d'esprit. Et moi, j'y crois un petit peu à cet aspect-là de dire oui, ça implique une commission. Et pour des personnes qui vont, ne pas avoir le temps pour X raisons, là, enfants, travail, etc., ou qui, deux, n'ont pas d'intérêt, n'ont pas de connaissances dans ce monde-là et ont un bien qu'ils veulent vendre et ont une transition à faire vers une nouvelle propriété, n'ont pas le temps de commencer à réfléchir trop. Je crois que c'est vraiment ça la base du débat et de la base du débat que vous pouvez vous poser aussi vous-même en vue de votre achat futur. Pensez à la logique paix d'esprit. C'est assez simple de réfléchir. Est-ce que j'ai le goût de m'impliquer là-dedans ou est-ce que je n'ai pas le goût et, entre parenthèses, le temps aussi. Et je crois que c'est là où, pour chaque personne, le fait de payer de la commission ou non va vraiment être axé sur le fait de la... Et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la marge, ça, Gab, tu pourras le confirmer. Mais moi, c'est un petit peu de la valorisation, un petit peu à la marge. Moi, je crois que de manière marginale, même si je m'y connais un peu, j'aimerais pas nécessairement m'impliquer tant que ça. Si j'ai à faire ce genre de transaction-là, je vais probablement prendre un courtier immobilier, je vais être à l'aise à payer la commission et je ne vais pas le regretter une fois que je vais avoir à la payer. Certaines personnes, et je crois que Gab t'en fait un petit peu plus partie, étant donné que tu as quand même un plus haut niveau de connaissance et ton temps là-dessus peut être plus important. Je crois que tu es peut-être quelqu'un qui irait peut-être pas vers cette option-là. Peut-être de gré à gré, tu irais plus. En fait, oui et non. C'est que moi, ça dépend. Je suis prêt à payer le 4%, mais s'il y a réellement du service, si par exemple toutes les visites sont organisées, si j'ai pas à faire le ménage chez moi à chaque fois qu'il y a une visite, si la paperasse, entre guillemets, j'ai un courtier qui me négocie aussi dans mon intérêt, qui me dit écoute, bon bah là tu vois cette offre là je trouve qu'elle est pas assez chère et je pense que je pourrais prendre celle-ci, là tu vois ce couple là me paraît plus intéressant parce que probablement leur capacité comment dire, pour aller financer, comment dire, est meilleure que ce couple là où ils risquent de trouver d'avoir rayé ton offre d'achat, enfin bref tu vois des choses comme ça. Puis c'est vrai que là c'est vraiment ça, moi je dirais qui est à prendre en compte. Donc oui, payer le 4%, mais si c'est justifié. Je vais te donner une autre anecdote personnelle là, puis on va s'arrêter là-dessus. Moi je sais par exemple ma maman a vendu sa maison à l'époque et il y a eu plusieurs fois en fait elle a eu affaire avec plusieurs agents immobiliers. Puis je sais qu'il n'y en a eu aucun entre guillemets à proprement parler qui a fait de la pub, où la maison était vraiment mise en avant là. Puis c'est là où l'anecdote est très drôle, c'est que 2 jours après la fin du contrat d'exclusivité, eh ben oui, on n'oublie pas qu'il y a un contrat d'exclusivité là, quand vous affichez avec un courtier ou un agent, à la fin du 6 mois, 2 jours plus tard, elle trouvait une offre d'achat acceptée, puis ça c'était par un registre public en fait, qu'elle a réussi à obtenir la vente. Donc des fois, c'est pas toujours être avec un courtier, c'est pas toujours une clé de succès. Ça peut aider si jamais effectivement vous avez un bien particulier, puis qu'il y a un bon réseau, votre courtier est malin, il a un bon réseau, puis il est professionnel. Mais encore une fois, il faut que vous fassiez votre sélection. Sachez aussi que la commission se négocie. C'est un point qui est important. Les gens ne connaissent pas, mais c'est un service qui est très onéreux, puis je dirais, oui, ça peut être utile, mais il faut que vous fassiez affaire, encore une fois, avec des professionnels compétents. Voilà. Absolument. Et toujours, encore une fois, la valorisation de votre temps, une partie clé là, à se souvenir. Sur ce, ça va être officiellement la fin de ce nouvel épisode du podcast. Donc, encore une fois, un petit peu hors des sentiers battus pour le premier segment et le deuxième segment un petit peu classique là, qui fait suite de ce qu'on vous parlait dans les derniers épisodes. On veut encore une fois, avant de conclure, là, vous remercier. Là, on est, je le répète à chaque fois, je crois, là, mais on est très impressionné de voir le nombre de personnes qui l'écoutent à chaque semaine. On est constant et on est toujours tellement heureux de faire le podcast en voyant que vous appréciez, en recevant aussi vos commentaires là, dans le but, comme on l'a dit, d'essayer d'ajuster là, pour faire des sujets qui vous intéressent à chaque semaine. Exact, puis je vois que moi les statistiques elles quasiment par rapport, puis on regarde les statistiques ensemble, JP, puis je sais que par rapport à nos débuts là, on est quasiment en utilisateur, en fait, en auditeur, entre guillemets, régulier. On est passé du simple au double, hein, quasiment, là, en termes de nombre d'écoutes par épisode. Là. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus d'interaction aussi. Alors, n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre vos commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez aborder un sujet avec nous. Ça nous fera très plaisir. De liker, etc. Puis de vraiment interagir avec... vous abonner aussi sur Spotify, toutes les plateformes de podcast pour pouvoir nous suivre. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine en attendant. Bonne semaine. Salut, bye bye.